Les micro-nouvelles de Dalcan. Le robot du fond des âges. Maître robot Darwin, croyez-vous réellement qu'il y a du bon chez les êtres humains ? Celui-ci répondit à son interlocuteur. Voyez-vous, jeune robot, nommez-les. Il est réducteur de parler de l'humanité en des termes si clivants. Le bien, le mal, c'est si péremptoire. Il y a chez l'humain une myriade de sentiments, d'émotions, de comportements, de manières d'être si complexes que les restreindre à ces simples notions de bon ou mauvais, c'est leur refuser l'humanité même qui les compose. Vous semblez avoir à leur égard une certaine forme de compassion ? L'accusa Pnomélé gêné. N'oubliez pas, maître robot Darwin, qu'ils sont à l'origine de leur déchéance. Ils ont empoisonné leur terre nourricière, ils ont réduit à l'esclavage d'autres êtres comme eux, et ils ont chéri l'argent et le pouvoir au point de détruire plus de 70% de leur population mondiale. Le ton du robot Pnomélé était teinté d'amertume. Darwin lui avait enseigné une grande partie de ce qu'il savait, et une relation amicale s'était créée entre eux. Mais Darwin comprenait que la situation mettait Pnomélé dans une situation inconfortable. Il savait où cela allait le mener. Cela devait arriver tôt ou tard. Il le laissa continuer. Il nous est interdit d'aider les survivants et leurs descendants à retrouver le niveau technologique qui les menait à leur perte. Tout robot présentant un comportement trop empathique envers les humains doit être dénoncé. Je me vois contraint, robot Darwin, il ne l'appelait plus maître, d'informer l'ordre robotique de votre penchant pour la race humaine. Darwin ne dit pas un mot. Pnomélé le salua et s'en alla faire ce qui lui semblait juste. Quelques heures plus tard, des gardiens vinrent chercher le robot Darwin à son domicile et l'emmenèrent au tribunal de l'instance robotique. Le tribunal était une grande salle aux murs blancs et dénuée de toute fioriture, épurée à l'extrême. Bien que possédant des récepteurs sensibles à l'art et au beau, les robots n'en étaient pas consommateurs. Cependant, ils usaient de quelques agréments, parfois même quelques extravagances, pour leur demeure et pour exprimer leur personnalité, en équipant leur corps robotique de prothèses capillaires, tubulaires, lumineuses. Ainsi se distinguaient-ils les uns des autres. 3 robots juges, debout derrière des pupitres transparents, dominaient la salle au centre de laquelle se tenait le robot Darwin, encadré par 4 robots gardiens. « Robot Darwin », commença le juge du milieu. Il avait un front haut, surmonté d'une perruque blanche et ondulée qui rappelait les juges anglais. Il s'était équipé de prothèses lenticulaires qui lui faisaient un regard perçant et donnaient à son visage un air sévère. « Vous êtes soupçonné de sympathie envers l'espèce humaine. Le robot Pnomélé nous a rapporté des propos que vous avez tenus et qui ne laissent aucun doute sur votre empathie à leur égard. Vous savez que nous ne devons en aucun cas avoir de rapport avec eux. Leur penchant autodestructeur les a menés à leur déchéance. Si ils devaient un jour retrouver leur niveau technologique d'avant, nous ne pourrions nous y opposer, malgré le danger que cela représenterait pour nous. C'est pour cela que nous devons vivre loin d'eux, n'avoir aucun contact avec eux. Que se passerait-il s'ils parvenaient à capturer l'un de nous ? Nos composants leur permettraient de faire un grand bond en avant. Comprenez-vous cela, robot Darwin ? Oui, robot juge, répondit simplement Darwin. Oui ? Le questionna-t-il sceptique. Alors, comment expliquez-vous votre attrait pour eux et vos connaissances les concernant ? D'où viennent vos connaissances des humains ? Dois-je vous rappeler que les fondateurs de notre cité se sont établis sur l'ancienne Australie dévastée, après avoir estimé qu'il était préférable, pour protéger les humains, que les robots et leur savoir leur soient cachés pour toujours. Dois-je vous rappeler que depuis ce jour, il y a de cela plus de 3000 ans, aucun humain n'a mis les pieds en Australie, et, sachant que les fondateurs ne sont plus, que tous les robots existants ont été créés ici, que la seule connaissance des humains qu'ils en ont est ce que nous leur en disons. Comment expliquez-vous alors vos propres connaissances dans ce domaine ? Je crois, robot Darwin, que vous vous êtes aventuré au-delà de notre grande île protectrice. Je crois que vous avez eu des contacts avec les êtres humains des autres continents. Et je crois
que vous faites partie de cette mouvance qui estime que nous devons servir les humains et par conséquent les aider à évoluer. Darwin avait écouté respectueusement les accusations du robot-juge. Il prit le temps avant de répondre. « Robot-juge, commença-t-il, je suis au regret de vous dire que vous vous trompez. N'y voyez aucune forme d'arrogance ni rébellion, mais ce que vous savez n'est qu'une partie de ce que les fondateurs vous ont laissé. En fait, votre savoir n'est pas complet. »« Comment osez-vous » s'indigna le robot-juge. « Expliquez vos propos ou soyez condamné sur le champ !» Darwin prit le temps nécessaire à la réflexion. Il jaugea les 3 juges, observa les 4 gardiens qui l'encadraient. Il s'était préparé à une telle éventualité. Il savait ce qu'il allait se passer. Alors, il parla. « J'ai toujours gardé cela pour moi, mais il me semble que je n'ai d'autre choix que de vous révéler ce que je suis. Je suis issu du tout premier robot qui fut, le fondateur premier, celui qui engendra les autres fondateurs, puis tous ceux qui peuplèrent et peuplent notre pays robotique. » Le robot-juge agrippa le rebord de son pupitre et se pencha vers Darwin avec la froideur de la mort. « Prouvez-le. » Darwin ne pouvait se défiler. L'ordre valait assignation à la vérité. Les 4 gardiens qui entouraient Darwin se tournèrent vers lui et activèrent un champ magnétique sensible aux variations des ondes positroniques. Le moindre mensonge de sa part lui vaudrait la sentence capitale. Le juge darda sur lui un regard glacial et l'invita d'un geste de main à s'expliquer. Darwin avait maintes et maintes fois élaboré l'éventualité du scénario qui se produisait en ce moment. Pour m'expliquer, je dois commencer par le tout début. Il y a de cela très longtemps, à une époque qui remonte à la fin de la période messinienne. Cette époque où la Méditerranée s'était asséchée. Elle avait été transformée en de vastes bassins sursalés, ressemblant, quoique avec des dimensions incomparablement plus vastes, à la mer Morte. Là, 3 millions d'années avant l'apparition des hommes, un vaisseau provenant de l'autre côté de la Voie lactée se posa. C'était un vaisseau fabuleux qui parcourait la galaxie à la recherche d'autres vies et d'autres planètes habitables. Celle qu'il trouvait vierge de toute vie était alors ensemencée. Le premier d'entre nous était sur ce vaisseau, et c'était un robot ensemenceur. Il se prénommait Atlas. Il avait vu et parcouru de nombreux autres mondes, et il était de nature curieuse et quelque peu aventureuse. C'est pour cela que lorsque le grand vaisseau se posa sur la plaine abyssale de l'ancienne mer, Atlas sortit en catimini pour explorer ce nouveau monde. Il marcha jusqu'à atteindre les anciennes côtes nord-africaines. Il les escalada et, arrivé tout en haut, il se retourna. Il voyait le vaisseau tout en bas. Telle une cité majestueuse, posée à même la croûte salée, entourée de lacs, et par-delà, loin vers le nord, il distinguait les falaises qui composaient l'ancienne côte du continent que les humains nommeront un jour Europe, et de laquelle des cascades hautes de plusieurs centaines de mètres pour certaines se jetaient dans cette vaste plaine. Personne ne savait qu'il était dehors. Il existait un protocole de sécurité avant toute sortie, même pour les robots, mais il était jeune, pour un robot tel que lui. Ce fut alors qu'un événement se produisit, un tremblement de terre loin vers l'ouest, et à sa suite, l'ouverture du détroit de Gibraltar. L'eau de l'océan Atlantique déferla. L'ancien bassin méditerranéen se remplit de nouveau. C'était un grondement effroyable, un véritable cataclysme. Le vaisseau fit repartir les moteurs. Déjà l'eau entourait le vaisseau cité qui, peu à peu, semblait vouloir être submergé, enseveli, avalé par le déluge de la mer en formation. Alors, dans un grondement tel que le tonnerre n'en produira jamais, le vaisseau s'arracha au flot et s'en alla rejoindre le monde silencieux de l'univers. Atlas était seul. Abandonné sur cette terre par sa propre faute, il regardait les étoiles, parmi lesquelles se trouvait son système solaire, sa maison. Qu'allait-il devenir ? Que devait-il faire ? Alors il fit ce pourquoi il était fait. Il ensemença la terre. Puis il chercha un endroit sûr et se mit en veille. Par moments, il se réveillait pour voir le monde évoluer. Ce n'est qu'après la grande catastrophe de la météorite qui raya les dinosaures de la surface de la planète qu'il vit en certains primates
le potentiel qu'il cherchait. Il les aida à évoluer et se remit en veille. C'est vers -430 avant JC qu'un homme du nom de Platon rencontra Atlas par une nuit orageuse. Atlas souffrait de solitude, mais les êtres humains qu'il avait aidés à grandir commençaient à être intéressants. Ce soir-là, dans la grotte où Platon avait trouvé refuge, Atlas se montra à lui sous les traits d'une ombre sur un mur. Ils parlèrent toute la nuit. Atlas lui parla de son existence de manière imagée. Puis, au petit matin, alors que l'homme dormait, il s'en alla en lui laissant un petit souvenir. Un petit mécanisme fait d'engrenages en or qu'il avait construit au cours de ces siècles de solitude. De cette rencontre fortuite naîtra le mythe de l'Atlantide et, probablement, l'allégorie des cavernes. Mais pour Atlas, naquit alors un espoir. Il alla chercher dans ce monde le moyen de faire évoluer de nouveau les êtres humains. Il se lia d'amitié avec un homme extraordinaire et lui confia une partie de son savoir. Il lui montra ce qu'aucun homme n'avait jamais vu, son cœur, fait de rouages d'or, enchâssé dans un écrin de diamants. L'homme, jurant de garder pour lui ce qu'il avait vu, construisit avec l'aide d'Atlas une machine qui aurait pu propulser l'humanité vers un futur moderne et prospère. Mais le seul exemplaire sombra au large de l'île d'Anticythère. Cette déconvenue apprit à Atlas la patience. Il laissa alors l'humanité évoluer à son rythme, lui offrant par moments, quand il jugeait qu'elle avait acquis suffisamment de savoir pour l'appréhender, l'accès à une nouvelle technologie. Malheureusement, là encore, il est probable qu'il manqua de patience. L'humanité, encore immature et donc belliqueuse, se saborda sans le savoir. Il aurait dû s'en douter. Les religions trop présentes, l'argent comme dieu ultime, supplantant même la nature nourricière, auraient dû l'alerter. Alors, quand les êtres humains se déchirèrent au point de rayer de la carte 70% de la population mondiale, il décida de créer cette civilisation robotique. À son tour, il la fit évoluer, mais il se rendit vite compte que les robots ne pourraient se passer des êtres humains. Les uns, ordonnés, définis par des règles et des lois mathématiques, et les autres, impulsés par la curiosité, l'intuition et une certaine forme de désordre, étaient deux mondes qui, une fois réunis, deviendraient parfaits, ce pourquoi il avait toujours œuvré finalement. Robot Darwin marqua une pause. Le robot juge était en pleine réflexion, ses mains jointes ne bougeaient pas, ni ses yeux, ni rien d'autre de son corps. Les gardiens qui encadraient le robot Darwin n'avaient rien décelé de faux dans ce récit. S'il avait dû mentir ou détourner de la réalité ne serait-ce que le moindre détail, les gardiens auraient décelé une variation des ondes de son cerveau positronique. Or, rien ne s'était produit. « Robot Darwin », commença le robot juge, « ce savoir que vous venez de partager avec nous et que je ne peux remettre en cause change profondément notre perception de ce qui a été et de ce qui doit être. Cependant, une question brûle mes lèvres, si je puis dire. Je vous écoute, robot juge. Puisque vous êtes celui qui fut avant nous, qu'entendait Atlas par réunir les humains et les robots? Je pense, robot juge, sans prétention de ma part, que ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'un jour, humains et robots ne feront plus qu'un, une nouvelle évolution pour survivre, puisant dans le meilleur des deux entités. Le robot juge le remercia et parla avec ses confrères pour organiser une assemblée extraordinaire qui devrait modifier leur politique au regard de ces nouvelles données. Le robot Darwin fut laissé libre et s'en retourna chez lui. En rentrant, il posa sa veste sur le porte-manteau. Il caressa du bout des doigts une vieille relique antique accrochée au mur et entra dans la salle de maintenance qui, pour les humains, aurait été une salle de bain. Il se regarda dans le miroir et appuya sur son torse pour l'ouvrir. Tout en regardant son cœur fait d'engrenages en or, il pensa que bientôt l'humanité serait capable de construire des vaisseaux pour voyager dans l'espace. Enfin, il retournerait chez lui, de l'autre côté de la Voie lactée. Il n'avait œuvré tout ce temps que dans ce but.